je suis Valérie Anjon, je suis directrice de recherche en économie au sein d'INRAE sur le centre PACA à Avignon. Et mes travaux portent sur la transition agroécologique des systèmes alimentaires, en particulier dans les petites économies insulaires. Alors, s'agissant des questions d'agriculture, d'alimentation et d'environnement, l'un des enjeux sociétaux importants est celui de l'accès à une alimentation saine et durable. Et l'analyse de ces conditions d'accès, eh bien, elle se présente de manière différenciée, justement, dans l'espace. Et c'est ce qu'on appelle le paysage et l'environnement alimentaire. Une définition courante est celle qu'en donne la FAO. Alors, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 2016 et qui décrit l'environnement alimentaire comme l'interface à travers laquelle les individus interagissent avec le système alimentaire. Paysage et environnement alimentaire désignent en fait l'ensemble des conditions par lesquelles les individus acquièrent et consomment leur nourriture. Alors pour le dire de manière plus triviale, dis-moi où tu vis, dans quel espace tu vis, et je te dirai comment tu manges, comment tu t'alimentes, et surtout à quel problème de santé est-ce que tu te confrontes. Cette problématique a été beaucoup documentée aux États-Unis pour qualifier des espaces, des quartiers dans lesquels une offre alimentaire saine n'est pas accessible, en l'occurrence, entre autres, pour des raisons physiques. On va par exemple retenir comme indicateur le nombre, la densité de commerces qui vendent des fruits et légumes dans un périmètre géographique proche. Autre expression qui est aussi couramment utilisée dans la littérature, celle de bourbier ou marécage alimentaire, food swamp. On qualifie ici des espaces où une offre alimentaire saine existe, mais est complètement noyée par rapport à une offre surabondante de produits de faible qualité nutritionnelle et à forte densité calorifique. Là, on va relever le nombre de fast-food ou de structures d'approvisionnement qui ne proposent pas, par exemple, de fruits et légumes, de céréales complètes, au détriment d'autres structures de commercialisation et de circuits d'approvisionnement qui en privilégient. Autre expression et dernière expression utilisée dans la littérature, celle de mirage alimentaire, food mirage, où une offre alimentaire saine est présente, disponible, mais n'est pas accessible pour des raisons physiques, ça peut être ça, mais n'est pas accessible aussi pour des raisons économiques ou culturelles, c'est-à-dire que on est là face, par exemple, à la problématique de l'aliénation culturelle. La Guadeloupe, comme d'ailleurs les autres départements et régions ultramarines, connaît ce qu'on appelle une transition nutritionnelle avancée. Cette expression désigne le passage d'un régime alimentaire dit traditionnel et qui correspond de manière satisfaisante aux repères d'une alimentation saine et équilibrée, à une diète dite moderne qui en fait inclut beaucoup des produits riches en sodium, en graisses saturées, en sucre simple. En Guadeloupe, divers travaux se sont basés sur une analyse fine des pratiques alimentaires des ménages et ont montré que le régime dit moderne inclut une proportion faible de fruits et légumes, mais aussi de poissons, alors qu'on est dans un espace insulaire, au profit d'une consommation importante de féculents, riz, pâtes, pommes de terre, de viande, de charcuterie, de boissons sucrées, qui sont des pratiques alimentaires défavorables à la santé. Alors, il est vrai que la Guadeloupe, comme les autres départements et régions ultramarines, présente
un développement important de maladies chroniques liées à l'alimentation. Donc, on a un taux de prévalence de ces maladies qui est beaucoup plus important que dans l'Hexagone. Et parmi les facteurs explicatifs qui rendent compte de cette évolution des pratiques alimentaires caractéristiques d'une transition nutritionnelle avancée, il y a à mon sens le passage d'une économie de plantation, c'est-à-dire de production, à une économie de transfert donc fortement tertiarisée et qui a été le moteur d'une consommation de masse. Et cette consommation de masse, elle s'est reportée sur des produits importés en l'absence d'une offre locale insuffisante sur le plan quantitatif. Autre argument, c'est de mon point de vue ce que j'appelle les effets de la convergence économique et sociale qui a été amorcée avec la départementalisation en 1946 et qui a favorisé la circulation de revenus, l'augmentation du niveau de vie, l'apparition d'une classe sociale moyenne qui s'est elle-même émancipée et qui a fait évoluer ses pratiques de consommation, ses pratiques alimentaires en généralisant l'achat de produits alimentaires, notamment dans les grandes surfaces, donc pas mal de produits importés. Comme dans toutes les sociétés modernes, les caractéristiques socio-démographiques des ménages guadeloupéens évoluent. L'activité salariée des femmes se développe, les familles sont monoparentales, en tout cas le contour et le périmètre et le cadre familial évoluent et laissent finalement très peu de temps à la préparation des repas. Donc ça augmente le recours à la restauration rapide, sachant en l'occurrence que les produits locaux, traditionnels, sont souvent délaissés au motif qu'ils seraient peu pratiques, peu commodes et nécessiteraient un temps de préparation et des actes techniques culinaires importants. La traditionnalisation de la diète me semble être un levier d'action important à creuser, ce qui signifie que l'offre de production locale doit répondre à cette demande potentielle, d'une part en quantité, ça on le comprend bien, mais aussi en qualité. Et par qualité, j'entends ici les critères qui sont requis par les circuits de commercialisation et de distribution pour écouler ces produits. Il peut s'agir de la qualité visuelle, organoleptique, de labels, etc. Il y a également la question de la compétitivité prix de ces produits locaux, puisqu'on observe aujourd'hui que dans les enseignes de distribution et de commercialisation, les prix des produits locaux sont plus élevés que ceux des produits importés. Autre levier, celui des politiques publiques qui structurent fondamentalement ce paysage et cet environnement alimentaire, qu'il s'agisse de politiques publiques dans le domaine de l'agriculture, accompagnement de la profession agricole, des mesures de préservation des terres dédiées à l'activité agricole, qu'il s'agisse de politiques publiques dans le domaine de l'alimentation et de la santé pour favoriser l'appropriation des critères nutritionnels, également qu'il s'agisse de politiques publiques économiques et sociales qui vont plus spécifiquement cibler les publics précaires et vulnérables.